Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant qu'on démarre cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous accueillir dans le carré qui va être extrêmement mal insonorisé, car oui, cet homme peut avoir des millions. Il aura toujours un micro douteux. Et il est toujours en vadrouille. Il y a quelques jours, il vous a fait vibrer. Il vous a fait rêver. Il m'a fait vibrer. Et il m'a fait rêver. Il a fait un deep run énorme. Il a fini deuxième du WPO Bratislava. J'accueille mon ami, monsieur Adrien Guyon. Salut tout le monde, salut mon ami. Bon, alors on explique pour tout le monde, au moment où on enregistre, tu es au Portugal. Ah, je suis parti, j'ai enchaîné avec... Et c'était prévu avant... avant le festival en Slovaquie, que le lendemain, je partais avec un copain à Porto pour aller voir, d'abord à Porto, atterrir à Porto pour aller voir Benfica PSG le lendemain, le surlendemain, les mercredis. Sauf que quand on a atterri à Porto, on a trouvé mon pote a rencontré des mecs qui connaissaient des Portugais de Poitiers. Et on leur a dit, bah oui, on va au match, vous aussi. Ils nous ont dit, bah ouais, super match tout à l'heure et tout. On a dit, bah non, c'est demain le match. Ils nous ont dit, bah non, nous on vient voir Porto Leverkusen. J'ai regardé mon pote comme ça du coin de l'œil, j'ai fait, attends, c'est quoi cette dinguerie? Je dis, il y a Porto Leverkusen ce soir. Il m'a dit, ouais. Et l'autre, le mec nous dit, bah moi, je connais des groupes ultra, je vous trouve des places à 20 balles. Je dis, bah oui, même à 200, on venait en fait. Bon alors mon ami, t'as fait une perf gigantesque. 88 000 € la deuxième place. On va y revenir. Déjà là, comme ça, quelques jours après, il reste quoi de ce bel exploit? C'est toujours bizarre, tu sais, nos vies de joueurs de poker, c'est des émotions intenses, mais c'est tellement instantané. J'ai presque déjà l'impression que c'était il y a longtemps, alors que c'était il y a 3 jours. Non, bah, c'était un immense kiff de d'y prendre encore une fois un événement Winamax en Six Max dans un pays que je connaissais pas pour le premier événement là-bas qui a été monstrueux, plus de 2200 joueurs. Voilà, et puis c'est qu'est-ce que je retiens? Bah, je te dis beaucoup d'émotions, une table finale avec un rail de supporters de foot justement. Non, c'était hyper cool et là où ça va être un peu particulier, et j'anticipe probablement sur une de tes questions, mais j'ai aucune déception. J'ai le sentiment d'avoir. En fait, bon, toi tu le sais, on se connaît et on en a déjà parlé, mais moi je joue au poker pour avoir des émotions. Et en fait, là, la réalité, c'est que entre faire deuxième et premier, j'ai eu les mêmes émotions. En fait, il me manquait juste la dernière. Cette fameux truc du dernier truc, de la dernier coup de carte, mais j'ai tellement kiffé qu'en fait, je me suis gargarisé déjà d'émotions très positives. Donc en fait, j'ai zéro déception. Tous les gens m'ont dit, oh putain, le trophée, la victoire. Je leur dis non, je vous jure, je sais pas pourquoi, mais c'est tellement cool d'arriver à le vivre comme ça. J'ai eu aucune déception. J'avais des stackers pour vibrer de dingue. J'ai reçu plusieurs centaines de messages, d'ailleurs très touchants, qui parlaient du résultat, mais aussi du fait que bah, qu'ils ont vraiment vibré, mais pas juste par le résultat, aussi par ma façon de jouer, et ce qu'il y avait à suivre et ce qu'il y avait à voir sur la multitude de coups que j'ai pu jouer pendant des heures et des heures. Pas particulièrement à la fin, parce qu'à la fin, on était plutôt short, mais tout ce qui était milieu de day 2, fin de day 2, début de day 3, voilà, il y a eu énormément de coups très intéressants, et je pense que ça fait une partie de show, et ça sort un peu du classique, de ce qu'on peut voir sur des tables télévisées, je pense. Justement, j'allais te dire, est-ce que t'as pas l'impression même que certains qui n'ont pas eu la chance de te voir avant t'ont découvert, alors pas découvert toi, mais découvert comment tu jouais? Alors ça, je sais pas, je me suis pas posé cette question dans cet angle-là, mais non, les gens savaient mais savaient sans l'avoir vu, en fait, c'est peut-être ça le truc. Les gens savaient que j'étais un joueur fantasque, mais eux, ils tournaient ça dans le sens plutôt péjoratif, je pense. Enfin, une partie des gens, en tout cas, tournaient probablement ça dans un sens péjoratif. Bah là, ils se sont rendus compte que des fois, c'était un peu efficace aussi. Et qu'en fait, le poker, le mot d'ordre, c'est de l'adaptation. Et l'adaptation, c'est principalement jouer ses adversaires avant de jouer ce qu'on fait avec nos cartes nous-mêmes. Donc voilà. Et puis, mine de rien, bah voilà, c'est quand même la troisième fois que je vais au bout de ces tournois-là, sur des fils monstrueux. Et même si ça va être mal pris, cette phrase, ça n'a rien à voir avec la variance positive. Tu peux pas en avoir joué 6 ou 7, en avoir 10,3, juste en ayant de la chance. Mais bref, ça limite, c'est un débat. C'est même pas intéressant d'y rentrer dedans. Mais, euh, mais voilà, non, plein de kiff. Voilà, plein de kiff. Je sais pas quoi te dire beaucoup de plus. Bon, moi j'ai vu ça sur Twitch, aux commentaires avec Ponce P qui ont été très bons.
Je te l'ai dit en off, mais c'est le chat Twitch m'a beaucoup épuisé, moi, parce qu'il y a des trolls qui ont 3 de QI. Non, j'en parlais avec Chance d'ailleurs de ça. Mais le Twitch en lui-même et la qualité du Twitch était top. Et puis, il y avait quand même aussi des gens qui donnaient beaucoup d'amour. On retient toujours que les trolls, mais il y avait aussi des gens qui donnaient évidemment beaucoup d'amour. Le fait que ce soit filmé, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Dans ma façon de jouer? Ou dans ta façon de le vivre? Ou dans ta... Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu un changement ou pas? Non, parce que je me protège de tout ça. Mine de rien, moi aussi, cette chance, c'est que la chance que j'avais par rapport aux autres, c'est que moi, c'était pas la première fois. Les tables streamées, live, télévisées, j'en ai déjà fait plusieurs. Des émissions de poker, j'en fais souvent. Grâce à un gros chauve sudiste. Non, mais voilà, donc j'ai l'habitude d'être jugé, tu vois, d'être écouté, d'être jugé, d'être vu. Donc non, ça me permet de prendre vachement de distance avec tout ça. Et non, ça m'est justement, quand j'étais plus jeune, ça a eu influencé mon jeu. Aujourd'hui, pas du tout. J'étais concentré sur ce que je devais faire. C'est aussi pour ça que je prends des stackers. C'est pour me dire cette espèce de truc au-dessus de la tête de dire non, il y a des gens qui te regardent. Tu peux pas faire des dingueries. Alors j'ai fait des dingueries, mais qui étaient tellement contrôlées qu'au final, il y a eu 0 dinguerie. Il y a eu aucun écart. On m'a jamais attrapé dans un énorme spew. J'en ai pas fait un seul du tournoi, etc., etc. Après, il y a de la variance positive parce que. Mais voilà, donc. Ouais, et ça, il y en a eu vraiment qu'à la fin, tu sais, des conflips. Moi, tout le tournoi, j'ai fait que monter en bluff. Je t'ai raconté en off que j'avais fait tout le day 1 avec notre ami, une légende du poker, Steph Pepino-Berdier. Une légende du tennis et du poker, les deux. Il a toutes les légendes, lui. Voilà, on a parlé de tennis, effectivement. Et mais non, j'étais en bluff toute la journée, en fait. Tout le day 1, j'ai fait que monter des jetons en bluff. Le day 2, après, c'est du contrôle et puis de l'agressivité. Et c'est que des petits jetons. Il y a quelques coups à tapis, mais les coups à tapis représentent pas... Parce que moi, j'ai principalement joué contre des shorts, en fait, sur des coups à tapis. J'ai un énorme flip dans le tournoi qui a été extrêmement décisif. Avant le dinner break du day 2, j'ai As-3 contre 2-9 contre un joueur très agressif, un petit Français qui était à ma droite. Voilà, où je fais As-River pour monter à 1 million de jetons. C'est le seul coup, en fait, où j'étais couvert, où j'ai joué un flip pour vraiment beaucoup de jetons pour ma survie et le reste du tournoi. Et je l'ai revu ce matin en regardant mes vidéos, parce que je l'ai filmé pour les stackers, etc. Donc voilà, c'est le seul coup décisif où c'est vraiment Dieu qui a décidé de est-ce que j'allais doubler ou est-ce que j'allais sortir de ce tournoi. Il y a un coup, voilà. Mon ami, un coup qui résume ces 3 jours. Tu sais duquel je vais te parler. Tu es face à Monsieur Nacho, qui est tout sauf un mauvais joueur, qui est un vainqueur de bracelet. Et tu vas réussir Rivière. Alors j'essaierai de mettre des images, je sais pas si Winam autorisera. J'essaierai de mettre des images du coup. Où Rivière, si je dis pas de bêtises, il va check sa quinte, tu vas bet, il va raise, tu vas re-raise quasiment pour une tonne, si je dis pas de conneries. Bah tapis, ouais. Tapis, c'est un tapis que tu ouais, je le mets à tapis, ouais. Ah oui, toi t'es pas à tapis, mais tu le mets à tapis lui avec le... Ah, je le mets à tapis lui là. Ouais. Bah, je peux te le raconter le coup si tu veux. Eh ben justement, tu sais quoi? Raconte-moi ce coup et raconte-moi le processus de réflexion, parce que autant te dire que dans les commentaires, il n'y avait pas des idiots, il y avait Ponce P, je crois que c'est Florian Guénan. Ah, c'est pas Guénan, je crois que c'était Winda à ce moment-là. Winda, bon, qui est loin d'être un idiot. Oui, bien sûr qu'il est un très bon joueur. Et tout le monde a été subjugué, je te parle même pas du chat qui a rien compris. Allez, raconte-nous ce coup. Alors, déjà c'est super intéressant parce que je commence par limper bouton. Quelque chose que je fais... je sais pas, je vais attaquer 9 fois sur 10 et une fois sur 10, je vais limper. Là, l'idée, c'est qu'il y avait, je crois, un short en SB. J'avais pas trop envie de me faire reshuffle si je openais. Et puis voilà, j'aime bien faire des variances comme ça. On sait pas trop parce que je suis capable de limper des mains suitées moyennes. Mais je suis capable de temps en temps d'intégrer des paires de valets, des paires de dames, des paires d'as. Voir des belles merguez. Et puis ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut tout faire avec. C'est-à-dire que même plus tard dans le tournoi, enfin non, plus tard dans le tournoi, je vais même limper roi de off, je vais me permettre de limper roi de off pour re-raise derrière. Je vais limper, je vais me faire ISO et je vais 3 bêtes 2 millions de dessus. Enfin bref, j'ai plein de lines possibles quand je fais ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'induire dans la tête des gens qu'à chaque situation, c'est jamais fini. Il peut se passer quelque chose. Même quand on pense que le coup est terminé, si tu fais justement le rail du day 2 et du day 3, il y a 3 coups sur 4 où Flavien, il pense que c'est fini, il se dit bon bah là il va fold et en fait non, je relançais. Bon bah là il va just le call, finalement je suis relancé. Enfin bref. L'idée, c'est d'être imprévisible. Moi, ça fait 15 ans que je base ma façon de jouer sur cette imprévisibilité. Donc, je lime Dame 6 de cœur.
On se retrouve heads up, je pense, avec Nacho. Ça vient valet 8-2, Rainbow. Il y a un cœur, bref. Hit check, je bête une blinde. Donc là, jusque-là, c'est assez classique. C'est ce qu'on appelle un vol de blinde déguisé. Hein. C'est un vol de blinde, mais pas swap. En bêtant une blinde et en faisant passer un peu tout. Là, il décide de check call. Donc là, il peut avoir beaucoup de choses. Il peut avoir un valet, il peut avoir un 8, il peut avoir un 2, il peut avoir 10 et 9, 10 et 7, des choses comme ça. Quelques auteurs races aussi, de temps en temps, qui n'auraient pas envie d'ISO pré-flop, qui veut call le flop. Bref, turn vient un roi de carreau. Et là, en fait, il check et je décide que c'est pas une bonne carte pour bet. La majorité des gens se diraient, tiens, c'est intéressant de bet. Moi, j'ai pas envie de bet ça contre Nacho parce qu'en fait, sur ce turn, roi de carreau, j'ai énormément de combinaisons de tirage que je pourrais facilement bet ici. Et du coup, en fait, lui, il pourrait se permettre de call même quatrième paire. C'est-à-dire que même s'il a 2 et 3 off, je pense que si je bet sur ce turn, je ne le fais pas passer. Parce que j'ai des dames 10 qui bettent des as 10, des XX de carreau, des 7 et 9, des 10 et 9, des 10 et 7. Bref, j'ai trop de combos de main en semi-bluff. Donc, je décide de pas bet. Ok. Et river vient 9 de carreau. Donc, valet 8-2 avec un carreau. Turn roi de carreau, check. Et river vient 9 de carreau. Et il me check. Là, je me dis, bon, il est suffisamment intelligent et il a conscience de... En fait, ce coup-là, c'est ça qui va être intéressant, ça va être la conscience de l'image perçue. Moi, je sais qu'il est très agressif, il sait que je suis très agressif. Et en gros, quand il check cette river, je me dis, bon, un valet, je pense qu'il aurait bet cette river pour value, pour me faire coller des merguez, bref. Parce qu'il sait qu'il a une image de joueur très agressif. Donc, quand il check, je me dis qu'il a probablement un 8 ou un 2, c'est-à-dire une main extrêmement faible. Et je décide du coup de bluff, voilà, avec mon auteur d'âme. Donc je bluff, je dois faire quelque chose comme 400 000 dans 600, je crois. Et là, il tank, et il me check raise 1,6 million, 1,5 million. Et quand il me check raise dans ce spot-là, moi, ce que je me dis, attends, il sait que 100% de mes flushs, draw, la plupart du temps, je vais les barrer à l'auteur. Donc je me dis, je sais qu'il est suffisamment bon pour tenter un bluff, ou en tout cas tenter de tourner une main en bluff. La vérité, c'est que je le mettais pas sur une main comme quinte. Mais même si j'avais pu penser qu'il avait quinte, j'aurais quand même fait ce move-là, parce que je sais qu'il se dit que voilà, les flush draws, la plupart du temps, je vais les bet au turn. Et après, quand il me check raise, il lui restait 3 millions derrière, soit 20 blindes, je me dis, si je fais tapis ici, il n'y a pas un mec sur la planète qui se décide de faire ce move-là river, en fait. Et du coup, je me suis dit que même si, au mieux du mieux, il a flush, imaginons, il a check le flop avec, je sais pas moi, et même une bonne flush, genre 8-5 de carreau. S'il a 8-5 de carreau, c'est-à-dire une paire plus un flush draw au flop, et qu'il fait flush backdoor et je fais tapis ici, ben je pense qu'il passe aussi. Parce qu'en fait, ils vont, même si j'ai été potentiellement un petit peu agressif avant, qui bluffe ce spot à ce moment-là, dans ce tournoi-là, contre lui. Il faut savoir ça aussi. On a conscience que c'est le meilleur joueur du tournoi. Donc c'est un peu comme, alors je vais me la raconter, mais c'est un peu comme si moi j'allais faire un tournoi à 150 dans un casino. J'ai conscience que les mecs se disent, bon lui c'est un pro, donc en fait, les gens nous agressent beaucoup moins, les gens tentent beaucoup moins de choses contre nous. Moi c'est rare de me prendre des très gros bluffs, les gens ils essaient pas de me bluffer. Parce que dans le tournoi, je vais souvent faire à un moment donné un recall troisième paire ou un énorme bluff et ils se disent, ouais, lui, je préfère l'éviter. Donc je sais que lui il pense ça aussi. Lui il se dit, voilà, moi j'arrive avec mes 6 millions de gains, je viens jouer un tournoi avec des Tintins à 500. Lui, il sait qui je suis parce qu'on s'est déjà joué à Madrid. Il sait que je suis un joueur pro et que je sais un peu ce que je fais. Mais voilà, je sais qu'il a cette fear equity quand même. Et quand il check raise, bah voilà, je sais qu'il se dit, les mecs vont jamais tenter une dinguerie. Et du coup, je me suis dit, bah si, il faut le faire en fait. Il faut le faire parce que la majorité de ses mains qui sont des mains faibles ou moyennes, il va les passer. Et même quand je me trompe et qu'il a un jeu fort, je pense que même une petite flush, il fold. Et d'ailleurs, petite flush, il fold, c'est sûr. Parce que quand tu fold de quinte, ça veut dire que tu estimes qu'il y a flush en face. Donc s'il avait eu 3 et 4 de carreau, il aurait passé pareil. Il aurait estimé que de toute façon, j'ai pas assez de bluff et que j'ai principalement des bonnes flushs ici. Et voilà. Donc en gros, je t'ai à peu près tout dit ici, même si c'était peut-être pas assez structuré tout ce que je t'ai raconté, mais c'est principalement une histoire de timing, de metagame entre ce que je sais de lui, ce qu'il sait que je sais de lui, etc., etc. Et voilà, je me suis dit que dans ce moment-là, c'était faisable. Moi, je le mets à tapis, je dois avoir quelque chose comme 9 millions. Et lui, il a 4 millions 5. Donc même au cas où il se passe une dinguerie, c'est-à-dire je me fais hero call par un jeu que j'avais pas prévu, il reste encore 4 millions 5 pour jouer, c'est-à-dire l'average. Donc voilà, ça aussi, ça rentre en compte. T'en as rediscuté avec lui? Voilà. Ah non, mais lui, c'est incroyable ce qui s'est passé parce que je vais du coup te raconter une autre anecdote, mais il est parti en tilt, Non, ça, on l'a mais vu. monumental. Mais non, justement, vous l'avez pas vu. Pendant une demi-heure à table, il était en tilt, mais après, il a été changé de table. Il restait 1h30. Pendant 1h30, il a parlé de ce coup à tous les joueurs de la table. Il était complètement en tilt. Et le lendemain, quand le day 3 commence, il est venu me voir direct. Déjà, quand le coup s'était terminé, il m'a dit, il a levé les yeux au ciel, il a dit, ok, donc en fait, contre toi, il faut que je monte de 3 crans mon niveau de réflexion. Il a dit ça. Ça, je l'ai plutôt bien pris quand il a dit ça. Et le lendemain, pareil, le lendemain, quand on en a reparlé avant le début du day 3, il m'a dit,
Il m'a dit c'est pas compliqué, hein. Il dit je sais pas comment tu vas prendre ce que je te dis, mais il dit je crois qu'il y a personne au monde qui aurait fait ce bluff. Il dit j'ai personne m'a jamais bluffé de ce spot-là, de cette façon-là. Alors attention, hein, il joue des 10K, des machins, des trucs, mais donc il y a pas vraiment de comparaison ever, etc. Mais il m'a dit il y a personne dans le monde qui bluffe ce spot-là. Voilà. Parce qu'en vrai il a tank, mais la vérité c'est qu'au bout de 5 secondes, moi je savais qu'il allait fold. Au bout de 5 secondes, je savais qu'il allait fold parce qu'il me l'a dit au bout de 5 secondes, il m'a dit bah en fait j'avais prévu si je check raisé de passer si tu faisais tapis. Donc au bout de 5 secondes, je savais qu'il allait fold. Donc voilà, bref. Mais un coup d'ici. Et ce que je voulais te raconter, c'est que dans l'histoire de ma petite carrière de joueur, j'avais déjà rendu fou un top pro comme ça à Deauville. C'était Kevin McPhee, l'américain, l'ex de Poiré. Je l'avais eu pendant 1h30 en table télévisée en demi-finale de l'EPT Deauville. Et je l'avais rendu complètement dingue. J'ai joué 4 coups contre lui, il a vu 4 fois, il n'avait pas vu mes cartes. Et 4 fois, il y a tapis river. Évidemment, il y a 2 ou 3 fois où j'étais en value et une fois où j'étais en bluff. Mais ça l'avait rendu complètement dingue. Et quand j'avais fini par bust 13e, pareil, il était venu me voir derrière la table, il était venu me checker en me disant putain, c'était un sacré casse-couille à jouer. Mon ami, on va pas s'éterniser trop sur l'interview parce qu'après tu vas voir le match. J'ai 2 questions pour finir. La première, il y a la somme. Alors, t'as gagné des choses plus grosses. J'étais même avec toi quand t'as pris la plus grosse, je pense, ever que t'es pris, les 150 quand t'as gagné. 147, je sais même plus en fait, je crois que c'est 144, 147. Mais il reste quand même la somme. Pour un joueur de poker professionnel, ça reste important. Elle représente quoi pour toi, cette somme? Surtout entre guillemets, à cet âge de ta carrière où ça fait quand même plus de 10 ans que t'es professionnel. Alors, nous on est intimes tous les deux, les gens le savent un petit peu maintenant, mais qu'est-ce qu'elle représente? Déjà j'en rends une partie, j'avais des stackers, moi je vends des parts à quasiment chaque festival, quand je joue en live, quand je joue cher sur les séries. Donc déjà j'ai de l'argent qui repart, mais j'ai aucun souci avec ça parce que c'est comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est anticipé dans ma tête, donc j'ai aucun problème à rendre, tu vois là je vais rendre 25 000 et j'ai aucun souci avec ça. Qu'est-ce qu'elle représente? La réalité, c'est que la somme, je la réalise pas en fait. Et pourtant, moi, j'étais pas frais du tout. Cette somme me fait extrêmement de bien. Mais c'est comme ce que je te disais au tout début de l'interview, c'est que j'ai presque déjà l'impression que c'était il y a longtemps. Malheureusement, le poker, c'est que ça peut être des émotions très très fortes, très intenses, mais quand même très instantanées. Donc, qu'est-ce que ça va représenter? Je sais pas trop. Moi, l'argent, je le transforme en plaisir. Donc, en fait, ça va être quoi? Ça veut dire que, tu vois, je suis déjà en train de regarder Disneyland pour aller avec ma fille à Disneyland. Là, je vais voir un match de foot. D'ailleurs, je voulais t'en parler aussi, mais je vais venir ce week-end voir Bordeaux-Metz, je crois, dans 15 jours. Ça y est, moi, j'adore aller voir des matchs de foot, donc je sais que je vais essayer de me faire kiffer PSG Marseille aussi dans 15 jours, 3 semaines. Enfin voilà, moi ça se transforme toujours en plaisir en fait, l'argent. Payer les vacances de l'été prochain en avance. Payer les vacances de l'été prochain exactement en avance. Voilà, voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus. Ça, j'allais dire, je suis pas un homme d'argent, c'est complètement con de dire ça. Alors je parle d'argent toutes les 10 minutes, mais moi l'argent. T'es pas un homme d'accumulation. Oui, voilà, en fait, j'ai juste besoin d'en avoir pour faire des trucs qui me font plaisir. Là, je sais que je vais probablement aussi parce que je sais que toujours quand je fais une grosse perf, je le transforme toujours en quelques petites choses de plaisir, mais très court, très très rapide. Donc, je sais que je vais probablement aller dans un endroit où je vais pêcher aussi également, qui coûte très très cher sur Paris. Voilà, avec un magnifique gîte devant des lacs privés, faire des choses comme ça. Donc voilà, faire un peu plaisir la famille autour de moi, etc. Être généreux avec mes amis et voilà, profiter. Putain, je vais me régaler. Les amis, pour finir, dernière question. Si on veut du coaching, tu n'augmentes pas tes tarifs, c'est bon, pas... Non, j'ai pas prévu de faire ça encore. Pourtant, il y a l'inflation, ça, t'as raison, je devrais augmenter en vrai. C'est vrai. J'ai vu ton offre de Noël. Si tu veux faire de la pub avant le... Alors, c'était pas une offre de Noël, c'est juste que j'ai fait un séminaire de Noël. C'est-à-dire que j'ai fait un séminaire quasiment à moitié prix où je vais avoir pas mal d'élèves et puis ça, c'est déjà tout géré et ça a très très bien fonctionné. D'ailleurs, je suis très content. Mais voilà, non, j'augmente pas mes tarifs, mais les gens peuvent me contacter où ils veulent sur Messenger, sur Instagram ou via mon site coachpoker.fr par mail sans aucun souci. Je travaille toujours et j'ai toujours autant de plaisir à accompagner des élèves. Bien, d'ailleurs, on peut en parler. C'était incroyable. J'ai rencontré des tonnes d'élèves à moi sur les tournois. J'ai plein d'élèves qui perfent. Je fais pas le malin parce que je pourrais faire le malin parce que franchement,
Tu sais quoi, j'ai au moins 4 wins sur le festival avec des élèves à moi. C'est incroyable. J'ai la dernière féminine qui a eu qui a eu la chance, le mec qui se la raconte. Moi aussi, j'ai eu la chance de la voir à ma droite, la dernière féminine. Donc je vais la citer, ça lui fera plaisir et puis de toute façon elle le mérite. Peggy Gambetti qui a deep run le main, qui a deep run un autre tournoi, qui même après le festival elle a été deep run un autre tournoi à la Slovaquie parce qu'elle est restée 2 jours. Hier en PLO. Bref, qui est une personne qui progresse tous les jours à mes côtés et ça me fait super plaisir. Donc j'ai rencontré plein d'élèves et c'est hyper cool. Et je vais me la raconter encore une fois. Qu'est-ce que je voulais raconter? J'ai été super content, tu vois, on parlait à un moment donné des haters, des chats, des machins. Mais t'imagines même pas dans la salle, pendant les 24 heures après parce qu'il restait 24 heures après la paire, mais j'ai croisé des centaines de personnes qui sont venues me dire putain bravo, putain super, ah mais on te regardait dans la chambre, on était sur YouTube, dans le lit et tout. Mais vraiment des centaines de personnes, donc en réalité, et il y en a pas une qui s'est déplacée, ils vont dire Non, mais ça, rassure-toi, ah personne ne se déplacera jamais, ils ont mais oublié... non, justement, ils se déplaceront pas. Les haters, ils cherchent leur couille, hein, toujours. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est surtout que vraiment, ça m'intéresse pas. On m'a dit qu'il y avait eu dans le chat des histoires, des machins. Franchement, ils représentent vraiment une minorité. Il faut peut-être plus de bruit que les autres. Mais c'est une toute petite minorité. Et j'ai reçu énormément d'amour. Vraiment, vraiment, énormément d'amour. Et ça m'a fait super plaisir, comme toujours. Mais là, c'était vraiment marquant. J'ai entendu, putain, GG Adrien, en me prenant la navette, dans le bus, machin. Enfin, c'était vraiment trop cool. C'est vraiment super cool. Donc, c'est aussi ça, je sais le transformer en force, etc. pour la suite. Et puis là, je vais aller gagner un bracelet à Rosvadov dans 3 semaines. D'ailleurs, je voulais t'en parler, mais on en parlera après. Très bien. Putain, me dis pas ça parce que je connais le programme en plus. Ah oui. 2000 PLO, j'ai la date. Arrête. Bon, finissons cette conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. Il faut qu'on parle du programme de PLO. Vous retrouvez Adrien au Florida dans 2 semaines. Vous le trouvez dans toutes mes émissions de toute façon. Merci à tous. Ciao. Ciao tout le monde.